OK. Fermez votre site. Ça peut arriver, effectivement. C'est ça. Donc, Parfait. Donc, la séance est enregistrée et filmée ce soir encore une fois. Fait que merci beaucoup tout le monde. Je souhaite la bienvenue à cette séance régulière du mois de mars. Il y a un ordre du jour qui était disponible à l'entrée. Je veux remercier M. Christian Gendron qui a animé la dernière rencontre. Semble-t-il que ça s'était très bien passé. Il a bien fait ça, puis qu'il avait pris goût un peu à l'animation. Fait que je ne sais pas si mon poste de préfet est en danger. On va voir ça. Pas de danger. En tout cas. La population de cette Geneviève était fière. Bon, ben mon Dieu, on est content d'entendre ça. Alors, il y a un autre jour qui était disponible à l'entrée. Donc, ça prendrait une proposition pour l'ordre du jour qui vous a été soumis. C'est tel que rédigé. M. Hugo-Pierre Bellemare en fait la proposition, appuyée par M. Sébastien Marchand. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 février 2026 qui vous a été soumis. Je n'étais pas là, mais j'en ai pris connaissance. Ça semblait conforme à ce que j'ai écouté au niveau de la séance en tant que tel. Monsieur Daniel Hull en fait la proposition avec dispense de lecture, M. Hull? Bien sûr. Parfait. Appuyé par M. Alain Bouffard. En gestion du personnel, au point A, on a l'embauche d'une inspectrice et technicienne en évaluation foncière. Je passe la parole à M. Gendron. Oui, c'est ça. C'est Mme Evelyne Dumas, donc, qui a été embauchée. Elle est déjà à l'emploi. Puis, elle va être embauchée à 85% du salaire du poste. Donc, voilà. C'est suite au départ de Mme Roy qui était là, je pense. Hein, c'est ça. Exact. Ça prend une résolution pour autoriser son embauche. Oui. Quelqu'un a fait la proposition. M. Gérard Bruno, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. Point B, c'est l'embauche d'un technicien en évaluation foncière. Même chose, c'est M. Pierre Turgeon. Qui était à ce poste-là. Exactement. Pierre Turgeon qui était à ce poste-là. Maintenant, bon, Pierre Turgeon va être à un autre poste. En fait, c'est suite au départ de Mme Normandin à la retraite. Son poste est devenu vacant. On avait un employé à l'interne qui a appliqué et c'est M. Turgeon qui a les compétences requises pour le poste. Exactement. Donc, ça prend aussi une proposition. Quelqu'un en fait. Mme France Bédard, appuyée par M. Daniel Hull. Au point C, l'embauche d'un employé temporaire comme inspecteur et technicien en évaluation foncière. Une candidature qui avait été rencontrée. Oui, c'est Robert Brière qui est embauché là, pour donner un coup de main dans ce département-là. Mais ce n'est pas un emploi permanent, un emploi temporaire qui pourrait être renouvelé, mais pour l'instant, la personne est au courant là, du lien d'emploi. De la précarité possible de ce poste-là. Voilà. OK. Ça prend aussi une résolution. Donc, quelqu'un a fait la proposition? M. Gendron, appuyé par M. Sébastien Marchand. Au point D, la création d'un poste pour un chargé de projet en aménagement. C'est moi qui y va, c'est Oui. bon. Vous savez qu'on est en pleine révision du schéma d'aménagement du territoire là, de la MRC des Chenaux, puis le gouvernement du Québec a accordé à chacune des MRC du Québec, dans le fond, une subvention là, pour permettre l'embauche d'une ressource pour venir encadrer, aider, supporter la réalisation de la révision du schéma. On a tenté de le faire à l'interne, là, puis là, on est à l'étape où on veut utiliser cette enveloppe-là pour venir nous donner un coup de main pour finaliser tout ça. Il reste un bon 2 ans encore là, de travaux pour la révision du schéma, les rencontres avec les municipalités, des assemblées de consultation qui s'en viennent, puis tout ça. Fait que c'est quand même un bon mandat. Donc, c'est pour ça qu'on crée un poste de chargé de projet en aménagement, 100% financé par le gouvernement du Québec. Donc, voilà ce qu'on propose ce soir. Ça vous convient? On va discuter si ça semble être l'affaire. M. Gérard Bruno a fait la proposition, appuyé par M. Jean-Pierre Bordelot. Au point E, l'embauche d'un employé temporaire comme agent de développement culturel et touristique suite à l'arrêt de travail, en fait, pour une période indéterminée de notre agent culturel et touristique. Donc, il y a quelqu'un qui a été… M. Frédéric Lamotte. Oui. Qui a été embauché, c'est du temps partiel. Là. On va voir là, selon le retour de la personne en poste. Mais pour l'instant, il n'y avait personne sur le poste. Puis il y a les sacrés, la tournée sacrée. Sacrée cérémonie. Bon, il y a le lancement de la saison touristique qui s'en vient. On a plusieurs projets, des spectacles qui s'en viennent. Fait que Frédéric, c'est quelqu'un qu'on connaissait. Fait qu'il accepte, comme M. Gendron disait,
un contrat, si on veut, de 3 mois pour venir pallier à l'absence de notre ressource, puis on va réévaluer selon le retour ou pas de notre ressource. Oui. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Mme Franck Bédard, appuyée par M. Alain Bouffard. Au point 5, les finances matérielles, équipements et bâtisses, la liste des chèques émis et autres sommes déboursées, si vous en avez pris connaissance. Si vous avez des questions sur la liste des chèques. Sinon, une proposition pour l'adoption de cette liste-là. Donc, M. Daniel Hull, appuyé par M. Christian Gendron. Au point B, l'avenant 1 au protocole d'entente pour l'accessibilité des citoyens de la MRC des Chenaux au parc de la Rivière-Vatican. En fait, c'est une modification du contrat parce que la MRC pouvait contribuer par le biais de l'entente du Fonds Région Ruralité sur une entente triennale. Donc, il y avait un montant de 1,50 $ qui était payé par les municipalités via une quote-part, puis il y avait un montant de 1,50 $ qui était payé via le Fonds Région Ruralité. Malheureusement, les règles du Fonds Région Ruralité ne permettent plus d'avoir des ententes comme celle-là de financement récurrent. La façon dont on peut aider le parc de la Rivière-Vatican, parce que c'est quand même une infrastructure touristique importante dans notre territoire que tout le monde reconnaît, c'est par des projets ponctuels que le parc va devoir présenter. Je pense qu'on devrait être capable de les soumettre, puis je pense qu'il y a plusieurs projets dans le parc en tant que tel, mais c'est la forme. Donc, on doit adopter un avenant qui va faire en sorte de juste modifier parce qu'on disait, bien, la MRC va verser une part de 1% de 1,50 $ par capita pour égaliser la celle des municipalités. Mais là, on fait juste modifier l'avenant pour dire que c'est uniquement que la portion des municipalités qui continue d'être prise dans la quote-part qui va être reversée au parc en tant que tel. L'accessibilité demeure quand même. Le conseil d'administration du parc, malgré cette mauvaise nouvelle-là, ils ont dit nous, on veut quand même que les citoyens continuent de puissent bénéficier de l'accessibilité. Fait que si vous voyez passer des campagnes de financement ou une façon d'aider le parc, c'est toujours très apprécié parce que c'est une belle infrastructure qu'on a sur notre territoire. Puis il faut s'assurer du maintien de cette infrastructure-là. Fait que ça prend quand même une proposition pour adopter l'avenant. Donc, M. Gérard Bruno en fait la proposition, appuyé par M. Christian Gendron. Au point C, l'adoption du protocole d'entente du projet Circonflexe prêt pour bouger. En fait, le ministère de l'Éducation finance un projet qui s'appelle Circonflexe. C'est l'unité régionale de loisirs et du sport de la Mauricie qui a ce mandat-là de développer ça au niveau de la Mauricie. Ça vise essentiellement à aider les municipalités ou les regroupements de municipalités à mettre à la disposition des citoyens du matériel qui peut bouger. Il y a donc eu une étude, une rencontre de tous les intervenants en loisirs de nos municipalités. Il y a une liste de matériel qui a été proposée, qui est vraiment impressionnante. Ça va être, en fait, il y a un protocole d'entente qui en découle, mais on dit que l'aide financière, c'est un montant forfaitaire donc pour acquérir le matériel, mais on a même un montant annuel de 5 700 $ pour entretenir le matériel. Si on a des choses, des petites fournitures qui doivent être remplacées, des réparations mineures, mais on a quand même un montant de 188 000 $ d'équipements de sport. Puis là, on parle d'à peu près de tous les sports, je vous dirais. Pensons à la balle donnée, des équipements de gymnastique, des équipements de vélo de montagne, des équipements il y a une liste, là, je peux vous en faire. Comment? Le kayak, les planches à pagaie, il y en a un petit peu. Des équipements de soccer, des équipements de baseball, des équipements pour l'entraînement personnel, des équipements pour le cyclable, incluant par exemple des vélos d'équilibre pour les jeunes enfants, etc., des équipements pour le basketball, la marche randonnée, des sports d'hiver, des sports de raquettes, sports nautiques, jeux de kermesse qui favorisent le mouvement, des sports adaptés aussi, quand même des fauteuils tout-terrain, cartus adaptés pour si des personnes ont besoin de ce type d'équipement-là. Des équipements communs à tous les sports comme des dossards, des trousses routières. Et tout ça va être installé doit être rendu accessible à l'ensemble des citoyens. Ça va être installé dans un conteneur adapté qui serait installé à Saint-Anne-de-la-Pérade, à proximité du bureau d'information touristique. Pourquoi là? En fait, parce que la MRC paye déjà du personnel pour s'occuper du bureau d'enseignement touristique pendant toute la saison estivale. On peut s'assurer donc d'avoir quelqu'un qui va être sur place à proximité, qui va pouvoir sortir
contrôler et faire les éléments, là, tous les éléments de conformité, s'assurer que le matériel revient en bon état. Fait que on sait qu'on va devoir se déplacer pour aller chercher le matériel, mais il y a déjà des remorques qui vont nous permettre, qui sont là aussi, qui sont compris là-dedans. C'est vraiment un beau projet de développement des sports pour inciter les gens à bouger de façon plus régulière, de mettre à la disposition, que ça peut être la population en général, ça peut être les camps de jour, ça peut être certaines activités, certaines périodes dans la municipalité dans lesquelles on rend ces équipements-là accessibles. Fait que, beau projet, mais on doit signer le protocole d'entente avec l'unité régionale Loisirs et Sports Mauricie. M. Daniello en fait la proposition. Et on souhaite qu'il y ait une campagne de publicité, de communication, pour que les gens de la MRC soient au courant de cet accès-là Oui. de matériel. Je vous dis, c'est impressionnant la liste de matériel qui est disponible, qui va être entreposé là, mais rendu disponible à l'ensemble des citoyens de l'ensemble du territoire de la MRC des Chenaux. Ça devrait commencer quand, oui? Les dates. Ouais, ça devrait être début de l'été. Dès la signature, nous, on va débuter les achats du matériel. Fait que je pense bien qu'au début de l'été, ça devrait être disponible. J'ai juste une question. Ça va être disponible à l'ensemble des citoyens, mais en passant par les municipalités ou directement les citoyens. Parce que, exemple, un citoyen fait une fête d'enfants chez eux, décide d'aller chercher la remorque, il l'amène chez eux, il va pouvoir le faire. Je pense que Oui, ça va être accessible aux À tout le citoyens directement et aux municipalités. Exemple, on veut réserver tel type de matériel pour le camp de jour, ben on vous le réserve pour telle journée, vous venez le chercher. Puis, D'accord. fait que c'est ça aussi le but. Oui, oui, oui. tout à fait. Oui, mais OK. il va falloir que le matériel revienne en état, évidemment. Là. Il va y avoir des. C'est ça. Il y a du matériel aussi pour les personnes vivant dans l'histoire qui va être adapté à Oui. les populations vont avoir accès à ce système. Il va y avoir une belle liste, en fait, de tout le matériel disponible. Je vous dis, c'est impressionnant. Là. On parle autant du petit matériel comme des balles, des gants de baseball, des volants de badminton, des balles de tennis. Tu sais, il y a plusieurs éléments, là, vraiment. Ce n'est pas uniquement que du gros matériel. Là. Il y a vraiment du matériel léger qui permet des bâtons de marche, tu sais, plein de choses. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Donc, M. Hull avait fait la proposition. Oui, donc, M. Hugo-Pierre Bellemare l'appuie. Au point D, l'adoption de l'entente de partenariat entre la MRC des Chenaux et Tourisme Mauricie pour la gestion du bureau d'information touristique. Donc, Tourisme Mauricie a déposé un projet d'entente de partenariat avec la MRC des Chenaux pour la gestion du bureau d'information touristique. Ça fait déjà 2 ans qu'ils nous offrent un montant de 10 000 pour aider la MRC à assurer ses tâches en termes de gestion puis d'ouverture des heures nécessaires et tout ça. Fait que, cette année, il nous propose un protocole d'entente dans lequel il nous donne quand même certains devoirs, certaines obligations, dont, entre autres, le bureau devra collecter systématiquement les données d'achalandage qui passent au bureau d'enseignement touristique, participer à la création et l'implantation d'un mécanisme régional harmonisé de collecte de données, mettre en place un outil de mesure de la satisfaction des clients ou des touristes qui passent, etc. On devra vendre aussi faire la mise en marché de la vente de marchandises de tourisme Mauricie, du matériel promotionnel qui parle de tourisme en Mauricie. Avoir développé une action structurante en développement durable, comme par exemple avoir des initiatives pour favoriser la réduction des matières résiduelles, l'intégration de critères d'achat responsables, etc. Mise en valeur de la culture locale, essayer de faire valoir les histoires locales, les personnalités marquantes qu'on a dans nos communautés, les savoir-faire qui peuvent être distinctifs, etc. Puis on précise, là, donc les modalités d'aide financière, c'est 50 à la signature de l'entente, puis 50 à la remise du rapport qui a lieu au mois de novembre, normalement. Fait que ce protocole d'entente-là semble conforme, puis je pense que fait l'affaire de tout le monde, finalement. Fait que ça prend quand même une proposition pour adopter ce protocole d'entente-là. M. Sébastien Marchand fait la proposition, appuyé par M. Christian Gendron. Au point E, la détermination du lieu de la vente pour le non-paiement des taxes. À chaque année, la MRC est responsable du paiement de la vente pour dépôt de paiement des taxes municipales. Le règlement, il y a une formation qui a été suivie, mais on avait un petit manquement dans le règlement. On doit déterminer par voie de résolution le lieu où on fait la vente pour le défaut du paiement des taxes municipales. Fait que dans la résolution, on dit que le lieu, c'est ici même à la MRC. C'est toujours ça qui est fait.
mais on va être conforme à ce moment-là aux exigences de la loi. Fait que ça prend juste une proposition pour déterminer que le lieu est ici. Donc, M. Jean-Pierre Bordelot en fait la proposition, M. Daniel Hull l'appuie. En aménagement et développement du milieu, la conformité aux règlements municipaux, on a 2 règlements de municipalités qui ont le même objet. Donc, c'est à Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Saint-Stanislas, c'est des règlements qui sont relatifs à l'occupation et l'entretien des bâtiments, qui ont pour objet d'établir des normes minimales d'occupation, de salubrité et d'entretien des bâtiments, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le Saint-Stanislas, il est libellé un petit peu autrement, mais on dit l'objet, c'est régir les bâtiments situés sur son territoire afin d'empêcher leur dépérissement, de les protéger contre les intempéries, de préserver l'intégrité de leur structure en incitant les propriétaires à entretenir leur propriété. C'est une obligation du ministère des Affaires municipales qui oblige toutes les municipalités d'adopter un règlement comme celui-là. Ça a été fait à Saint-Narcisse le mois passé. Mais les règlements-là sont conformes, puis donc on prend acte de ça. Dans la réglementation des Ça me prend une résolution pour chacune. Pour chacune. Oui. Donc, on y va pour celle de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. M. Christian Gendron, appuyé par Mme France. Vous êtes d'accord pour que ce soit les mêmes proposeurs pour le deuxième aussi? Parfait. La réglementation des territoires contigus, donc pour la MRC de Bécancour, ça modifie en fait, il vise à revoir la limite de l'affectation périmètre urbain du secteur Gentilly sur le territoire de la ville de Bécancour. Au point C, le programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est le volet du plan de la sécurité routière en milieu municipal. C'est l'adoption d'un plan d'intervention. C'est qu'en 2024, on a reçu une opportunité de réaliser un plan de sécurité routière. Oui, c'est ça. On a donc de réaliser un plan de sécurité routière à la demande des directeurs généraux de nos municipalités. On a procédé. C'est un plan qui était financé à 100% par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Ce plan-là vient d'être déposé, vient d'être pris en communication par les membres du conseil et les directeurs généraux, entre autres. Ça vient identifier des interventions sur les routes locales et non pas sur les routes du ministère, mais des correctifs qu'il pourrait y avoir pour diminuer le nombre d'accidents. C'est un gros rapport, c'est ça. On l'a pris pour. Il y a des coûts qui ont été établis sur les correctifs à apporter, mais on pense que ça a vraiment été surévalué comme coûts là, qui ont été établis là-dedans. On parle dans certains cas de redressement de courbe, entre autres à Saint-Narcisse, qui coûterait 5 millions quelque chose. Dans le rang Saint-Félix, ce n'est pas des interventions qu'on a une obligation de. Mais si les municipalités veulent aller de l'avant, ils peuvent être admissibles à des aides financières dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. On a quand même l'obligation d'adopter ce plan-là qui a été déposé par la firme Stantec qui nous a présenté le rapport là, hier après-midi. Quelqu'un en fait la proposition? Ah, oui, pas de problème. Oui. M. Gérard Bruno, appuyé par M. Hugo-Pierre Bellemare, devant beaucoup d'enthousiasme. On est très enthousiaste. Parce que la présentation était d'un dynamisme qu'on cherche encore. Au programme D, c'est toujours dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est dans le volet du plan de sécurité routière en milieu. C'est la reddition de compte. Fait que naturellement, on doit fournir les factures, faire la reddition de compte à ce ministère-là. Fait que ça prend aussi une résolution pour accepter la reddition de compte proposée par M. Daniel Hull, appuyé par M. Alain Bouffard. Au point E, Environnement Mauricie demande de l'aide d'appui pour la mise en œuvre d'action pour le projet de connectivité écologique Mauricie. Environnement Mauricie a adopté le plan de connectivité écologique des tourbières de Redmill et Lac à la Tortue et le plan de connectivité sud-ouest de la Mauricie. On dit que les corridors écologiques, c'est des voies de migration qui sont privilégiées pour la faune, que le maintien de certains corridors naturels entre les habitats est essentiel afin de soutenir la biodiversité écologique dans un contexte de changement climatique. Puis ça s'inscrit dans le suite de consultations régionales et des plans de connectivité écologique auxquels la MRC des Chenaux a participé. On se dit que la participation de la MRC, c'est du temps, carrément du temps ressources humaines qui représente une valeur en nature de 2 500 $ par année, soit 5 000 $ au total sur la période des années 2026-2028.
Fait que ça prend simplement une lettre pour autoriser notre personnel à s'impliquer sur la mise en place de ces corridors, des corridors écologiques, là, d'une certaine façon. Fait que ça prend une résolution là-dessus, si vous êtes d'accord. Madame France, appuyée par M. Jean-Pierre Bordelot. Au point F, l'adoption du document indiquant la nature des modifications à être apportées à la réglementation d'urbanisme pour le règlement 2025-154 qui modifie le schéma d'aménagement et de développement révisé. Ça concerne la modification de la limite d'affectation publique sur le territoire de la municipalité de Batiscan. C'est en lien avec le dossier de l'agrandissement du lieu d'enfouissement technique. On doit faire les modifications là, au niveau de la réglementation pour dire ben, que les zones tampons viennent déborder finalement, puis on vient rendre tout ça conforme selon les us et coutumes du ministère là-dessus. Ça prend quand même juste une résolution. Là. M. Alain Bouffard en fait la proposition, appuyée par M. Gérard Bruno. Dans les rapports, le rapport du directeur général qui était soumis à votre intention, s'il y avait des questions sur ce rapport-là, ça va. Au point B, représentant d'Enercyc, étant donné l'absence de M. Dostalaire, M. Marchand, qui est aussi représentant de la MRC des Genoux chez Enercyc, va nous présenter peut-être les quelques points d'actualité. Oui, merci, M. Bréhat. Je vais faire un court résumé de ce qui en est, un peu moins fait que M. Dostalaire, mais je vais livrer quand même de l'information. Il y a eu certaines plaintes concernant le transport de glaise partant du site d'enfouissement pour aller sur les terres agricoles dans le voisinage, notamment dans la route du village Champlain. Mais Enercyc a été averti et puis ils vont essayer de poser certaines actions pour diminuer les inconvénients. Il y a aussi, ça va être favoriser le transport de la glaise durant l'hiver, parce que les chemins sont gelés, les champs sont gelés, il y a beaucoup moins de risques de briser. Et puis, c'est plus facile à livrer pour les transporteurs. Enercyc aussi regarde la possibilité de produire de la documentation sur la matière, le sable et puis l'argile qui est disponible là, pour les gens qui en veulent, pour les utilisateurs, dans le but de parler un peu de la réglementation, ce qui est permis, ce que les gens peuvent faire avec ces matières-là, pour qu'ils soient plus informés là, quand ils décident d'en prendre. Et puis, Cap Excavation aussi, qui est responsable du transport de ces matériaux-là, devrait communiquer avec la MRC là, dans le but d'essayer de trouver des solutions pour diminuer les inconvénients engendrés par ça. En ce qui concerne le site de Saint-Étienne, lors de la dernière rencontre du comité de direction, les membres ont pu visiter le site et pour bien comprendre ce qu'il y en est, là, les mandats d'Enercyc, puis être au courant des installations qu'ils ont sur le site à Saint-Étienne. On va avoir aussi une journée d'information pour les administrateurs. Ils vont parler entre autres de l'historique des différents secteurs d'activité et services que Enercyc offre. Et puis aussi, le projet d'agrandissement du site de Saint-Étienne va être présenté à la MRC de Masquinongé le 9 avril prochain. C'est les grands dossiers, finalement, actuellement chez Enercyc. Oui, tout à fait. Super, merci. Comité culturel de Mme France? Oui, alors on n'a pas eu de rencontre dernièrement. Alors, par un suivi sur la murale de Saint-Stanislas, deux projets, moi je vous laisse la parole. Ah, OK. Deux projets qui vous avaient été présentés. Alors, je vais laisser M. Bordelot, ça ne sera pas long, prendre la parole. Je veux juste vous mentionner que pour ce qui est du spectacle de Boucardio, c'est toujours complet. Il n'y a personne qui n'a rien cancellé. Il y a le spectacle d'Annie Villeneuve qui s'en vient le 17 avril. Il reste encore des billets, puis je vous invite à faire la promotion. C'est un spectacle qui va être très intéressant. Et pour ce qui est de l'inventaire du patrimoine, alors c'est toujours en cours. Et voilà. Alors, je vais laisser la parole à mon compère, M. Bordelot de Saint-Stanislas. Oui, bien pour le circuit des murales, c'est Saint-Stanislas cette année qui est désigné pour recevoir les murales. On a reçu les projets, mais on va retourner en appel d'offres. Ça a été la décision là, de la municipalité à Saint-Stanislas. Parce que les projets qui ont été présentés nous semblaient peu. Donc, on va prendre la chance de retourner en appel d'offres.
et quitte à faire des modifications si jamais il n'y a pas d'autres propositions. OK. Je pensais On que, en est là. de toute façon, que je lisais le compte rendu, c'est comme s'il y avait eu des devoirs supplémentaires qui avaient été demandés à 2 artistes, des modifications, mais c'était pas satisfaisant. Ben, ils n'ont pas été demandés parce qu'on jugeait que même avec des modifications, C'était pas ça ne suffisant. conviendrait pas. OK. OK, parfait. Ça va? Mais c'est-à-dire que ça, c'est le mois passé, parce qu'on n'a pas eu de rencontre depuis un OK. mois. OK. Alors, oui, ça avait été demandé et ça a été représenté à Saint-Stanislas. Mais- C'était pas satisfaisant pour eux. Puis c'est correct, là, c'est eux qui vont l'héberger, là, cette murale-là. Alors, c'est pour ça que Saint-Stanislas a pris la décision de retourner en appel d'offres. Parfait. Parfait. Excellent. Merci. Merveilleux, merci. Comité vitalité du territoire, il n'y a pas eu de rencontre. Au comité ressources humaines, M. Jean. Je pense qu'il n'y a pas d'autres points. On les a tous passés au début. Peut-être la convention collective. Ah oui, effectivement. Bon, on a des dates pour le renouvellement de la convention collective. On a déjà réservé 3 journées, le 2 avril, le 9 avril et le 23 avril. Donc, on va être en journée de négociation avec le syndicat. Donc, par la suite, on verra où ça mènera. Mais il n'y a pas d'enjeu particulier, je crois, là, dans cette négociation-là. Moi, je vais participer avec Patrick et M. Guy Simon, là, qui est par une firme, qui est embauché par une firme, parce que M. Simon n'est plus maire de Champlain, mais a quand même une expertise majeure. Il a travaillé toute sa vie là-dedans, dans les ressources humaines, donc il va nous aider là, dans la négociation de la convention. C'était le seul point. Parfait, merci. Au point F, comité de sécurité incendie, c'est encore vous? La fameuse évaluation, on vient de la recevoir là, hier après-midi. Donc, l'évaluation des équipements, ils ont passé par les casernes, toutes les municipalités qui avaient des casernes incendie de la MRC. Fait qu'on vient de le recevoir. Bon, on est à étudier là, ce que ça donne là-dedans. Puis ça, ben, ça va amener quelques rencontres là, pour voir, bon, suite à ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une possibilité de regroupement ou de fusion entre certains services d'incendie? Oui ou non? Et au moins, là, on a des chiffres sur la table pour savoir que ça vaut les équipements dans chacune des casernes, entre autres. Par la suite, là, ben, on va faire des réunions comité de sécurité incendie avec les maires, les directeurs généraux. Puis c'est un projet qui se parle ensemble. Puis on verra où ça nous mènera, simplement. Effectivement. On sait que le ministère de la Sécurité publique a tendance à vouloir forcer les municipalités, surtout au niveau des services de pompiers, de premiers répondants, à travailler ensemble. Donc, ils veulent éliminer le nombre, les petits, puis on voit arriver les normes en lien avec la CNESST, en lien avec les obligations qui sont déposées. Fait que, on pense que le fait de travailler ensemble pourrait amener certains avantages, aider peut-être dans le recrutement de certains pompiers volontaires, améliorer les pratiques, niveler un petit peu, remonter la formation par le haut, donc d'une certaine façon, améliorer les opérations au sens général, le sentiment de sécurité, avec une meilleure disposition de l'ensemble des équipements et effectifs. Et quand on va explorer ça, il y a quand même ça se dit bien comme ça autour d'une table, mais il peut y avoir quand même plusieurs éléments à considérer. Les coûts, parce que ce que les municipalités ont investi au cours des dernières années n'est peut-être pas tout le monde à la même hauteur. Fait qu'il faut essayer de trouver une équité à l'intérieur de ce processus-là, puis s'assurer que finalement, ben, si Saint-Narcisse a pris du retard, ben, comment est-ce qu'on peut combler le retard et rattraper le groupe, puis que ce soit digérable aussi comme facture. Fait que c'est le défi qu'on a, puis ceux qui auront investi beaucoup, ben, peut-être qu'eux autres, à ce moment-là, recevront des chèques sur une certaine période pour faire en sorte qu'on améliore les pratiques en la sécurité incendie sur le territoire et les opérations en tant que telles. Le dossier des premiers répondants, ben, depuis la dernière séance de février, donc, il n'y a pas eu d'autres rencontres avec la SQM. Et puis, on attend parce que là, c'est la recommandation, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est la recommandation de ne pas signer l'entente proposée par le ministère. Il y a trop de points à modifier. Ça n'empêche pas les premiers répondants de continuer à avoir les appels, de continuer à répondre aux appels. Ça ne change absolument rien. C'est du niveau administratif concernant les formations, les gardes des premiers répondants et tout. Donc, il va falloir que le ministère
s'asseoir à table avec les FQM et avec les municipalités pour modifier ces choses. En attendant, le service n'est pas aux populations qui en bénéficient pas du tout. Ça reste le même service. Là. Absolument. Puis, effectivement, c'est un dossier qui a été discuté avec les représentants de la FQM. Puis, il ne faut pas que les municipalités commencent à signer des ententes individuellement parce que on met un bras dans le tordeur. Puis, les fonctionnaires à Québec vont dire, ben, écoutez, il y a tant de municipalités qui ont signé l'entente, pourquoi les autres ne veulent pas signer? Puis, c'est vraiment pas avantageux au niveau des coûts de formation, du partage des coûts là-dedans. Ça n'a pas de sens. Ouais. Fait qu'il faut se tenir, il ne faut pas aller de l'avant pour tout de suite. Mais ce n'est pas parce que le service est effectivement toujours offert. Vous appelez au 911, les premiers répondants peuvent se déplacer dans les municipalités où ils sont disponibles. Fait qu'il n'y a pas de problème, ça va continuer d'être fait. C'est juste sur le plan administratif qu'il y a un délai qui est lié avec ça. Au point G, comité sur la sécurité publique, Mme Bédard. Oui, merci. Alors, on a quand même 3 priorités locales qui sont intervenues sur les routes afin de diminuer le nombre de victimes. Alors, ça, un constat a été émis en 2025, parce que le rapport était du 1er décembre 2025 au 31 janvier 2026. Alors, ensuite, il y a eu la deuxième priorité était de réaliser des activités de prévention pour lutter contre la fraude envers les vallées. Alors, un communiqué a été transmis aux aînés concernant l'envoi de demandes de payer de faux constats d'infraction. Ils ont été sensibilisés par un communiqué. Alors, la troisième priorité était d'augmenter les interactions avec les citoyens. Alors, du 17 janvier au 31 janvier, alors, il y a eu plus de 20 participations sur la glace lors de la pêche aux petits poissons des Chenaux en véhicule ou soit piétonne. Ces 3 priorités, on devait choisir 3 priorités et les voter pour l'année qui s'en vient. Alors, unanimement, il a été décidé de reporter ces 3 mêmes priorités parce qu'elles touchent vraiment la population. Et je pense que ça amène de bons résultats. Ensuite, il y a eu les jeunes du tremplin. On sait qu'il y avait une certaine problématique parce que souvent, lors du dîner, les jeunes se ramassent presque dans la rue. Là. Alors, il y avait des problèmes avec la circulation. Alors, tous les élèves du tremplin ont été rencontrés et ont mis l'accent sur la sécurité routière. Et donc, plusieurs font une entrave à la circulation. Alors, ils ont été sensibilisés à ça. Ensuite, concernant les transports, il n'y a pas eu d'accident mortel. Alors, ce sont des accidents matériels. Alors, ensuite, il y a assez de faire. Ah oui, les règlements municipaux. Je pense que c'est important que les gens soient au courant que lorsqu'il y a un chien qui jappe et qui dérange tout le monde, alors c'est la Sûreté du Québec qui va respecter les règlements municipaux, après la Sûreté du Québec qui dit clair. Même si on a une entente avec la FPA ou avec d'autres organismes? Oui, à chaque jappe, moi, c'est ce que j'ai compris dans la. Pardon? C'est une nuisance. Oui, c'est ça. Dans nos règlements, c'est pas accepté. Okay. Alors, on nous a dit qu'on pouvait les appeler. Déplacer les autres, c'est autre chose. Là. OK. Je ne fais pas une place. Alors, on sait aussi qu'est-ce qui est arrivé là, dernièrement, c'était les vols de catalyseurs. Alors, ils mettent quand même beaucoup d'accent là-dessus. Et c'était je dis que c'était un CRV de Mitsubishi qui était les plus courus. Ah oui? Oui. Okay. Et à partir de juin, le seul numéro pour rejoindre en cas d'urgence, c'est tout ça, ce sera le 911. Le étoile 4141 ne sera plus en fonction, ni le 310414 ne sera plus en fonction. Okay. À partir de juin. Mais on va avoir un communiqué là-dessus. Et c'est tout pour moi. Fait que le 911, c'est toujours bon, ça. Ça, c'est toujours bon. Il va y avoir, ce qu'on a compris, comme moi, c'est ce que j'en ai compris, c'est qu'il y aurait plus d'effectifs au niveau de la centrale pour être capable là, de. Bien dépendre à ce moment-là. Si j'oublie quelque chose. C'est conforme. Belle couverture. Merci. Alors, c'est excellent. C'est complet pour moi. Merci. Merci. Point H, la communauté entrepreneuriale des Chenaux. En fait, il y a eu une conférence matinale qui s'est tenue à la salle communautaire de Saint-Luc le 25 février dernier sous le thème de la surcharge à la synergie, l'art de déléguer. Il y a quand même 24 personnes qui ont participé à cette activité-là. Il y a le défi aux entreprendre aussi qui est en cours. Les inscriptions étaient ouvertes jusqu'au 11 mars dernier.
Il y a 2 candidatures qui ont été déposées dans la MRC des Chenaux. C'est un petit peu moins de candidatures que ce qu'on voit d'habitude. L'essoufflement au niveau des entreprises se fait sentir un petit peu pour participer à des concours comme ceux-là. Mais il y a quand même, on espère que les candidatures vont se rendre. Puis il y avait une candidature pour le volet réussite qui vise à récompenser les entreprises qui existent depuis plus de 10 ans, qui ont déjà participé au défi aux entreprendre. Il y a la grande journée des petits entrepreneurs qui va avoir lieu le 6 juin prochain à Saint-Prosper, donc à l'édifice Flore Irène Gagnon de Saint-Prosper. C'est à ne pas manquer, donc au mois de juin. C'est là où les petits entrepreneurs avec leurs parents vont vous vendre les meilleurs biscuits du monde ou les meilleurs carrés au Rice Krispies du monde. C'est de toute beauté de voir ça. Je vous invite à aller voir ça, des chandelles. Il y a toutes sortes de produits qui sont faits. Les jeunes sont fiers de parler de leurs produits puis de qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs argent. Moi, c'est toujours ce que je leur pose. Ça me coûte toujours à peu près 60 à 80 pièces à chaque fois. Mais c'est le fun. Je repars avec plein de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé, mais qui sont tellement le fun en termes de rencontres. Je vous dis, ne manquez pas ça. Si vous aimez voir les enfants en interaction avec leurs parents, c'est de toute beauté. Le 6 juin à Saint-Prosper. Dans le côté de l'achat local, donc Isabelle Wolfe, qui est notre nouvelle ressource, finalise le rapport d'activité 2025, puis elle a présenté le plan d'action 2026. Puis pour la campagne Je me fais un cadeau, ben, elle est déjà en train de revoir pour poursuivre ces campagnes-là au cours de la prochaine année. Donc, elle a pris les ententes avec Laruche Mauricie, puis pour essayer de continuer là, donc ces opérations-là. C'est une campagne qui donne de bons résultats. Le point I, c'est le comité touristique en tant que tel. On parle du Sacré Circuit, qui est un circuit qui vient valoriser un peu les églises qui sont sur le long du chemin du roi. Ça regroupe les municipalités de Sainte-Anne-la-Pérade, de Champlain et de Batiscan, de même que le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Le financement de ces 3 municipalités-là ont contribué financièrement à faire la promotion du Sacré Circuit. Puis la MRC des Chenaux, de par le plan d'action touristique, on met aussi une petite partie. Les 3 municipalités ont confirmé, le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap a reconfirmé sa participation. On a parlé du bureau d'information touristique. Les travaux de rehaussement ont débuté le 24 février dernier. Ça devrait être terminé pour le 31 mars 2026. Le bureau d'information touristique se refait une petite beauté. Il y a des achats qui ont été faits pour ce dossier-là. Le circuit des murales, on en a parlé. Au niveau des entreprises touristiques, il y a eu une formation sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu le 4 février dernier. Il y avait quand même 17 personnes qui étaient inscrites. On peut se demander ce que ça vient faire par rapport aux entreprises touristiques, mais c'est un outil de recherche, c'est un outil qu'on peut mettre à contribution et les intervenants touristiques ont été rencontrés pour travailler sur, s'informer, se former sur les notions d'intelligence artificielle, peut-être les dangers aussi qui existent au travers de ça. Il y a la tournée Art et terroir qui devrait revenir en 2026 pour une 4e édition. Je vous rappelle que ça regroupe 3 territoires, la MRC des Chenaux, la MRC Miquinac et la MRC de Masquinongé. On va donc faire des visites dans les ateliers d'artisans puis dans les ateliers de production agroalimentaire, donc les entreprises agroalimentaires qui sont visitées. Il y a des circuits qui se font en autobus, les gens peuvent le faire par eux-mêmes, mais ça connaît un très beau succès. Il y a des belles ventes qui sont enregistrées chez chacun des producteurs et des artisans qui participent à cette activité-là. Et on est en train de faire la mise à jour de la carte touristique pour la prochaine saison. Donc, l'action est prévue pour mars 2026. Suite à ça, il y aura très certainement une impression qui va se faire et une distribution dans tous les lieux, d'une certaine façon, de la région. Comité du service des transports, en fait, il y aura une rencontre le 31 mars prochain du comité des transports. On pourra vous faire un compte-rendu là-dessus, mais on va regarder un petit peu le plan de transport et comment ça évolue depuis le début de l'année, parce qu'on a quand même rehaussé, je pense, le niveau de transport sur le territoire. On a procédé à l'achat de nouveaux véhicules. On va faire un suivi régulier sur un peu la fréquentation, l'utilisation, puis ce qu'on va faire là-dedans. Au point K, l'énergie communautaire de la Via-Vatican, peut-être M. Barry. Oui, bon, on est en plein blitz de négociation. On a des rencontres de cédulés à toutes les semaines avec Hydro-Québec et les ministères impliqués dans le dossier. Ça nous permet là, de répondre à des questions d'un côté et de l'autre. Fait qu'on se voit systématiquement au moins 1 à 2 fois par semaine. Fait que ça regarde bien, on est en plein travail. Merci. Au point 8, Fonds région ruralité, des enveloppes dédiées, demandes régionales, il n'y en a pas eu.
Fait qu'on est rendu au point 9, développement économique. Il y a le dépôt du rapport mensuel du service de développement économique de la MRC. En fait, ce qu'on apprend, c'est qu'on a 2 nouveaux employés qui sont en poste. Il y a Mme Isabelle Wolfe qui est rentrée en poste le 2 février dernier. Il va occuper le poste de conseillère en développement d'entreprise. On a remanié les tâches un petit peu. Au lieu d'avoir un conseiller en achat local, communauté entrepreneuriale, puis une personne en soutien aux entreprises, les 2 personnes qui sont embauchées sont conseillers en développement d'entreprise. Donc, il y a Mme Isabelle Wolfe qui va s'occuper du mandat de soutenir les entrepreneurs en démarrage, mais elle va s'occuper aussi des tâches qui étaient occupées par M. Jocelyn Régis, qui prend sa retraite le 31 mars prochain. Donc, les tâches de communauté entrepreneuriale, achat local, puis elle va accompagner les promoteurs. Puis il y a M. Rémi Gagnon qui vient remplacer, qui est en poste depuis le mois de février, le 16 février, qui vient de combler le départ de Mme Manon Chalot, qui a quitté en décembre dernier. M. Gagnon est notamment spécialisé en agroalimentaire et en agriculture, ce qui va venir combler un besoin important au niveau du territoire. Et ça va très bien là, dans les analyses en tant que telles. Ce qui est intéressant d'apprendre, c'est que depuis quelques mois, le gouvernement du Québec avait gelé l'utilisation des fonds locaux d'investissement, qui sont des prêts qu'on peut faire au niveau des entreprises. Bon, il autorise maintenant les nouvelles demandes de financement depuis le 18 février 2025 dans le cadre du Fonds local d'investissement. Donc, on est en révision de la politique d'investissement commune entre le Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité, parce que souvent, quand on aide une entreprise, bien, des fois, on met à contribution les 2 fonds qui ont des conditions qui se ressemblent d'une certaine façon. Puis cette politique-là d'investissement va vous être présentée. Normalement, on prévoit le faire au mois d'avril prochain, lors de la rencontre. Puis qu'on nous dit, c'est qu'actuellement, dans les analyses en cours, il y aurait 8 demandes de financement qui sont actuellement en analyse. Il y a un volume d'affaires qui est en train de bouger au niveau du service de développement économique. Dans les appuis demandés, il n'y en a pas. Et dans la correspondance déposée de la ministre des Affaires municipales, c'est l'avis de conformité du règlement numéro 2025-154 qui modifie la limite de l'affectation publique sur le territoire de la municipalité de Batiscan, en ce temps avec le site d'enfouissement, le lieu d'enfouissement technique. Et au point B, la Commission de protection du territoire agricole demande d'exclusion de la zone agricole de la municipalité de Saint-Narcisse d'une superficie approximative de 1,12 hectares correspondant à plusieurs lots ainsi qu'à une partie des lots d'autres lots. En fait, c'était les immeubles qui étaient en zone agricole sur la rue Saint-Hilaire-des-Loges. Le dossier finalement est réglé, c'était accepté. Il reste à déposer simplement les documents finaux des arpenteurs au Bureau de la publicité des droits. Mais c'est la fin d'une longue saga de ce dossier-là qui a duré à peu près 10 ans. Puis voilà. Mais c'est une très bonne nouvelle. Pour votre information, il n'y a pas d'autres dossiers ni autres sujets. On s'est rendu à la période de questions. On avait reçu des questions de M. Baudouin qui nous a communiqué donc voilà des questions en lien avec le collectif Toujours Maître chez nous. Donc, je vous les présente. La première question, c'est au niveau du comité de liaison, le 10 mars dernier, TES réunissait son comité de liaison. Est-ce qu'un représentant de la MRC a participé à cette réunion? Sinon, avez-vous eu des nouvelles? Quel est le compte-rendu? Les documents sont-ils disponibles? La réponse à toutes ces questions, c'est non. Il n'y a pas eu de représentant de la MRC des Chenaux qui était là. Moi, j'avais des contraintes horaires. Je ne pouvais pas être présent. Personne d'autre a participé à la rencontre. Il n'y a pas eu de compte-rendu d'émis. On ne m'a pas communiqué d'éléments d'information sur la nature des discussions. Puis, je n'ai eu aucun document disponible. Dans la tournée, point 2, la tournée de TES Canada, on dit TES a fait la tournée des municipalités impactées par son projet à l'exception de Saint-Maurice. Quel est le bilan de cette journée? Quels sont les commentaires des maires de ces 4 municipalités-là? Ce que les maires ont souhaité, c'est que vous vous adressiez à chacune des municipalités pour avoir les commentaires localement, étant donné que maintenant le dossier est rendu au niveau local. Rencontre avec les conseils municipaux. TES a entrepris une tournée de rencontres avec les conseils municipaux et le personnel administratif. Dans quelle municipalité vous voulez implanter des éoliennes? Dans quelle municipalité ont lieu de telles rencontres? Quel est le compte rendu? Je peux vous mentionner qu'il y en a eu une à Saint-Narcisse. Je pourrais vous faire le compte rendu lors de la rencontre avec Saint-Narcisse. Puis ce sera la même chose pour poser les questions directement localement à vos conseils.
Pour la question 4, règlement de concordance, on dit chacune des municipalités a jusqu'au 30 mai 2026 pour adopter son règlement de concordance. De quelle manière se fait l'accompagnement des municipalités dans ce processus? Est-ce qu'il y a une collaboration entre les municipalités? Est-ce que des citoyens sont impliqués dans ce processus-là? Il faut comprendre qu'un règlement de concordance, c'est un acte administratif qui est fait d'une certaine façon. Donc, il n'y a pas d'accompagnement, à moins que ce soit demandé au niveau du service d'aménagement auprès de Sébastien Blanchette. Il n'y a pas d'accompagnement prévu, à moins que les municipalités le demandent, savoir s'ils veulent modifier les limites de la concordance en tant que telle. Puis ça implique quand même des changements au niveau des réglementations d'urbanisme, ce qui est un processus pas simple, on l'a vu hier, entre autres à Saint-Narcisse. Donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas nécessairement de collaboration entre les municipalités? Chacun a l'obligation de faire cette concordance-là. Puis, est-ce que les citoyens sont impliqués dans le processus? Vous vérifierez localement, mais je ne pense pas qu'il y ait nécessairement de citoyens impliqués dans cet aspect-là, à moins que les municipalités décident autrement à ce moment-là. Nouvelles échanges avec le gouvernement depuis le 18 février dernier, dernière séance. Y a-t-il eu des échanges ou des rencontres avec l'un ou l'autre des ministères impliqués dans le dossier de test ou les députés Lebel et Tardif ou avec la candidate Fréchette au sujet du dossier? Quel est le compte rendu de ces échanges? Moi, je peux vous mentionner que j'ai demandé de rencontrer le ministre régional, M. Jean Boulet. J'ai eu une rencontre en compagnie de Mme Caroline Clément de la MRC Mekinac, dans lesquelles je voulais lui présenter un peu l'état du terrain, l'état un petit peu des discussions, de ce qu'on entendait. Puis il était intéressé de savoir un peu comment ça se passait sur le territoire, pourquoi il y avait une objection à l'implantation du volet éolien. Ça nous a permis d'exprimer un petit peu ce qu'on vivait à l'intérieur puis de reporter le message à l'effet que l'acceptabilité sociale n'était pas au rendez-vous. Si c'est un critère important pour le gouvernement, ils vont devoir penser à des solutions alternatives. On leur a remis aussi dans le collimateur qu'on avait suggéré déjà, si vous voulez que ce projet-là passe, fournissez-leur l'énergie nécessaire, puis enlever le volet éolien. Ça devrait, sur le plan de l'économie, puis sur le plan d'usine d'hydrogène, ce n'est pas dans notre cours, ce n'est pas à nous à décider si ce projet-là est bon pour le Québec et la décarbonation. Donc, c'est le message qui a été porté à M. Boulet. Au point 6, échange avec le maire Lévesque. Depuis quelques jours, le maire Lévesque multiplie des sorties publiques en faveur du projet de test en faisant certaines insinuations au sujet des municipalités des MRC des Chenaux et Mekinac. Avant hier, le 16 mars, le maire Blouin de Sainte-Tech a invité le maire Lévesque à plus de retenue et de respect lorsqu'on parle de communauté rurale. Depuis l'élection du 2 novembre 2025, y a-t-il eu des échanges, des discussions, des échanges ou des discussions ou échanges avec le maire Lévesque au sujet du projet de Test Canada, notamment le volet éolien? Quel est le compte-rendu de ces échanges? Il n'y a pas eu d'échange. Je vous dirais qu'on a, au niveau de la table des élus de la Mauricie, on a une des priorités de la table des élus, c'est la vallée de transition énergétique. Parce que c'était porteur c'est là depuis à peu près 2 ans, c'était porteur, semble-t-il, de création d'emplois, puis c'est un projet important pour notre région. Dans le suivi de ce dossier-là, moi et Mme Clément, avec les préfets des autres MRC, on a pu discuter justement de ce qui était vécu dans nos territoires en lien avec le dossier de Test Canada. À la fin de l'exposé, je me suis tourné vers le maire Lévesque qui était là à ce moment-là en lui disant « M. Lévesque, avez-vous quelque chose à dire sur le dossier de Test Canada? » Puis il n'y avait rien à signaler. Pas de commentaires, ni positifs ni négatifs. Ça s'est terminé à ce moment-là. Voilà, pas eu d'autres échanges. Est-ce qu'il y avait d'autres, ça complète les questions qui avaient été posées. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres, on devait décider, nous autres, la rencontre. Comment? 11. Comment? À la rencontre du 11. Oui, la rencontre du La rencontre du 11. On a eu ici avec Test. Ah, oui, c'est vrai. Je ne l'avais pas pris en note. Effectivement, on a eu effectivement, nous, une rencontre. Test Canada souhaitait nous rencontrer pour venir à la rencontre des élus, favoriser l'échange. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges. Il y en a eu. Il y en a eu. Je pense que c'est ça. L'ensemble des membres du conseil qui étaient présents, soit physiquement ici ou encore par Teams, on ne s'est pas gêné pour dire aux représentants de TESS comment ce projet-là était accueilli dans nos municipalités. Voilà. Je pense qu'ils sont partis avec le petit bonheur. Puis,
Je pense qu'ils ne s'attendaient Je ne peut-être pense pas. pas qu'ils s'attendaient à une Non, réunion je pense pas. dure pour eux. On leur a demandé s'ils vivaient dans un monde de licorne, parce qu'avec tout ce qu'ils entendent, comment vous faites pour encore croire à ce que ce projet-là se réalise. Ça a été vraiment très direct, les questions, polies, mais très direct. Puis, dans leur tête à eux, ils sont convaincus que ça va passer au BAT, puis que les gens qui ne parlent pas, ben, sont d'accord, puis que le projet va se réaliser. Donc, C'est ça. Et on n'a pas eu d'accusé de réception Ah, ben, pour la chef de rétractation. on leur a très bien dit qu'on leur demandait une rétractation la dernière fois, puis on n'a même pas eu un accusé de réception, parce que c'est un manque de professionnalisme très clair. Ça les a été merci. et depuis cet accord-là, on n'a toujours pas reçu d'acte d'accusé de réception sur cette demande-là qui avait été portée. Fait que, Et ça, voilà. c'est quelle date? 11 mars. Oui, M. Martin? Oui, je veux savoir pour là, vous avez fini par avoir des chiffres, des évaluations pour le comité sécurité incendie, les biens que tout le monde possède. Dans cette entente, quelles sont les municipalités qui ne sont pas là? Il y a Saint-Anne-de-Montréal, Saint-Maurice. Tout le monde sont là pour l'évaluation des équipements, Sauf Saint-Anne-de-Ferrand. sauf Saint-Anne-de-France. Tout le monde sont là. Après, ben, s'il y aura regroupé un point, ben, on verra. Mais tout le monde avait intérêt à savoir qu'est-ce que ça vaut, ce qu'on a chez nous. Fait que c'est pour ça que ça a été fait. Puis ça avait été fait, Saint-Anne, la Répi avait fait cet exercice-là de leur côté. Excusez, parce que l'évaluation qui a été faite, c'était indépendamment du regroupement du Caméra ou du Camépoul. Alors, chaque municipalité pouvait le faire. OK. Parce que vous autres, je pense que Saint-Maurice, vous avez une entente avec Trois-Rivières. Oui. C'est ça. Ben, l'entente n'est pas terminée, c'est sûr. Mais c'est une entente qui date depuis longtemps, depuis plusieurs années. Ben oui. Mais là, elle va être plutôt, comment je dirais, raffinée pour répondre exactement, en fin de compte, aux exigences du ministère en matière de couverture d'incendie de notre territoire. Puis, pour Mont-Carmel, c'est la même chose. Hein? Il y a une entente avec Shawinigan. Bien, effectivement, ils vont devoir finaliser une entente pour une partie avec Shawinigan, puis une partie avec Trois-Rivières aussi, parce que le territoire, en raison des zones de couverture, ça vient, c'est ça. Trois-Rivières est d'accord. Hein? Trois-Rivières est ouvert à ça. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Il reste maintenant à savoir quel est le niveau de couverture qu'on veut avoir, hein, et ainsi de suite. Si. Ah, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il s'appelle. Comment il s'appelle? Il est René Baudouin, syndicat de bâtiment. C'est dommage que M. Dessalines n'a pas lu parce qu'il y a le directeur de la réunion que j'ai pas posé de questions. Cette semaine. Non, mais plus sérieusement, c'est délicat. En fait, une question qui s'est ajoutée sur la fin de l'après-midi. Dimanche, je vous fais le préambule. Dimanche dernier, donc le 15 mars, l'animatrice Valérie Renaud-Martin de la radio 106,9 a publié sur sa page Facebook personnelle un texte d'appui au projet de Test Canada. C'était assez clair qu'elle appuyait parfaitement ça. Là-dedans, il y a 5 éléments dans ça. Elle dénonce l'intimidation dont les partisans de Test Canada sont victimes. Évidemment, mon commentaire, elle ne parle pas de l'intimidation dont nous sommes victimes. Et à cet égard, à titre d'exemple, le maire de Saint-Luc-de-Vincennes et le maire de Saint-Narcisse peuvent témoigner du harcèlement que j'ai eu à un moment donné, que je vous ai demandé d'intervenir auprès de cette personne-là pour que ce harcèlement-là puisse se terminer. Puis encore, la semaine dernière, donc, il y a des choses qui se sont passées de ce côté. Évidemment, pour elle, il n'y a que de l'intimidation que les partisans ont, que nous, les méchants opposants, on leur adresse, mais elle ne parle pas de l'inverse de ça. Alors, sur 5 points. Le deuxième, c'est qu'elle affirme que, évidemment, l'information qu'on a véhiculée jusqu'à maintenant était fausse et biaisée, et notamment l'information au sujet de la privatisation de l'électricité. Et là-dessus, donc, elle reproche aux maires, aux 64 élus
qui ont signé la lettre d'avoir dit qu'il s'agissait de privatisation d'électricité. Là-dessus, commentaire personnel, il s'agit d'aller voir les audiences qui se sont faites à la commission parlementaire sur l'étude du projet de loi 69 pour voir effectivement les différents experts en énergie, pas des TQ Baudouin, mais des experts en énergie qui ont répété l'un après l'autre qu'il s'agissait de privatisation. La troisième affaire, elle remet en question la légitimité des élus qui remportent une élection par 21 voix ou par 88 voix, et là je la cite, ou pire encore, sans opposition. Alors, je veux juste faire remarquer qu'il y a 7 maires parmi vous qui ont été élus par élection et un qui a été élu avec une majorité moins élevée que le 88 dont elle parle là-dedans, ce qui veut dire que parmi vous, il n'y aurait que 2 maires légitimes, c'est-à-dire le maire de Vatican avec 241 voix de majorité et le maire de Saint-Maurice avec 826 voix de majorité. Alors, j'invite les 8 maires illégitimes à vous référer dorénavant à M. Bruno pour commencer et à M. Bouchard ensuite, puisque eux ont la légitimité de pouvoir siéger. Il y a un peu mon sarcasme là-dedans, comment c'est ridicule cette affirmation qui a été mise dans sa lettre. Le 4e élément, elle répète que c'est la peur qui a été la principale motivation du vote électoral. À ce que je sache, quand on est dans l'isoloir, il n'y a pas grand monde qui peut venir influencer où est-ce que je vais mettre moi. Mais bon, ça, vous arrivez rapidement à votre question, M. Oui, j'arrive, il me reste mon 5e point de sa lettre où elle fait la leçon aux élus en disant il faut que vous représentiez l'ensemble de vos populations. Là-dessus, bon commentaire. Évidemment, il n'y a personne qui est contre la tarte aux pommes. Ma question. Alors, et puis j'insiste que tout le monde a droit à son opinion. Ma question, c'est qu'un élu qui cliquerait « j'aime », un élu de la MRC des Chenaux, qui cliquerait « j'adore » à ce texte-là, tout de suite après sa parution, quel message il envoie à la population? Est-ce que ça veut dire qu'il appuie le projet de Test Canada? Est-ce que ça veut dire qu'il appuie que l'intimidation ne se fait que d'un seul côté, qu'il n'y a pas de privatisation d'électricité, que les élus n'ont pas la légitimité de prendre des décisions et que les élections ont été biaisées par la peur? Je trouve ça délicat de répondre à ça, M. Baudouin, parce que, tu sais, les réseaux sociaux, il y a les émoticônes, on n'a pas grand choix. Hein? Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont cliquer « j'aime » pour signifier que j'ai pris connaissance de. Ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à une ou l'autre des idées, mais OK, ou encore, mais il y en a qui vont, moi, je ne vais pas liker l'ensemble des publications auxquelles je m'attarde. Des fois, je prends connaissance. Dans certains cas, je me manifeste aussi, mais je trouve que c'est délicat d'interpréter un peu un geste comme celui-là. Est-ce que quel a été le réflexe des personnes? Puis les gens ont droit à leur opinion aussi. Hein? Oui. Puis quand ils sont. Tu sais, il faut se rappeler qu'un élu municipal, qu'un conseiller, une conseillère, quand il n'est pas en séance du conseil, c'est un simple citoyen. Puis à ce titre-là, il a le droit de s'exprimer. Après ça, quand on est en séance du conseil, c'est le conseil qui parle par voie de résolution et par voie de règlement. Fait que là, si c'était le conseil qui viendrait liker ou quelque chose comme ça, mais que les individus participent au débat, participent aux discussions en disant qu'il y a des choses qui les rejoignent, puis on ne sait pas cette personne-là, si elle a liké juste un type de publication ou si à gauche et à droite, d'une certaine façon. Honnêtement, je trouve ça difficile de répondre à ça. Est-ce qu'on doit faire un reproche à cette personne-là en disant tu as pris part à un débat parce que tu es un élu, il faut que tu fasses preuve de neutralité? Surtout avec un cœur. J'adore le texte que Mme Valérie a écrit. C'est probablement que cette personne-là, qui a effectivement une opinion très favorable de cette. Mais encore là, en quoi s'implique la municipalité et en quoi ça vient. Même ça donne un drôle de message à la population, parce que ça dit à la population, et particulièrement, donc quand on dit il y a une population qui est peut-être de 70, 90% opposée au projet. Puis là, c'est
des élus importants de la MRC qui dit ben moi, j'adore ça, cette idée-là d'appuyer TES Canada. J'adore ça, cette idée-là de dire que l'intimidation, c'est que les opposants sont des méchants intimidateurs. J'adore ça, l'idée de dire que les élus n'ont pas de légitimité, alors que tout s'est fait dans un processus démocratique très clair et très formel. Il n'y a personne qui avait le couteau sous la gorge au moment de placer son X dans l'isoloir et on obtient des résultats aussi importants que ce qu'on a obtenu là. Moi, il me semble que ça envoie un message assez étonnant. Est-ce que je ne sais pas combien de personnes prennent le temps de faire la liste, de regarder qui a liké les publications. Il faut vouloir décortiquer un petit peu les choses. Mais... Je ne peux pas pousser un clair sur le dossier, là, mais il y a quand même l'aspect de la liberté d'expression Oui, qui doit je l'ai être dit. respecté. Oui, exact. Puis si tu ne likes pas, tu ne fais pas de commentaire, ça veut dire que tu consens. Si tu tiens au silence, ça veut dire que tu consens. Voilà. Non. Il faudrait liker ou mettre un petit bonhomme de la façon. Mais c'est ça. C'est pour moi, Je pense qu'il faut faire attention aussi. C'est peut-être moi qui t'occupe pas de ça. Parce que souvent, moi, je vais défiler. Des fois, je vais défiler, puis je me rends compte que j'ai peut-être pesé dessus sans vraiment m'en rendre compte. Mais je pense que ma position était très claire. C'est par inadvertance. Moi, bien honnêtement, mon idée bien personnelle, j'aime pas vraiment les réseaux sociaux parce que pour moi, 90% de ce que c'est les réseaux sociaux, ça n'a même pas lieu d'être là. Puis, le 10% doit être bon, mais moi, puis les réseaux sociaux, là, on ne fait pas très bon là. Donc, j'essaie de m'en tenir un peu plus loin. Par contre, la porte est tout le temps ouverte. Quelqu'un qui veut venir nous voir au bureau municipal, qui ont des questions à poser, ça, la porte est ouverte. D'autres qui veulent faire des commentaires? Ça va? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Votre neveu nous avait dit d'oublier. Votre neveu nous avait dit, il va venir. D'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais féliciter les 71 élus, parce qu'il y en a 64 plus les 7 de Saint-Tech. Ça fait 71 qui ont signé la lettre mentionnant l'incohérence du projet TES. 71 élus, dont les maires ici présents qui ont signé. Alors, je vous félicite, ça nous aide beaucoup. Puis, monsieur, j'ai une question parce que tantôt, j'ai accroché, c'était pas prévu, mais vous avez dit ça a brassé. Ah, j'ai accroché là-dessus, on a rencontré le test, ça a brassé. Et on a demandé une rétractation qui n'est pas venue. En passant sur les réseaux sociaux, je suis tout à fait de votre avis, on se comprend là-dessus. Mais une rétractation qui n'est pas venue sur quoi? La rétractation qu'on avait fait la résolution qu'on avait fait de rétractation, lors que c'était moi qui étais assis là, c'était sur les dires que les écrits que TES Canada avait fait dans le document disant qu'il y avait eu une entente avec la MRC et certaines municipalités. Mais il n'y a jamais eu d'entente avec la MRC entre TES Canada et la MRC, ni avec aucune des municipalités. Fait qu'on leur demandait de se rétracter publiquement sur ça, ce qu'ils n'ont pas fait. D'accord. Deuxième question. M. Beaulieu connaît un peu le dossier, je lui en ai parlé, mais j'aimerais avoir votre avis sur le tableau d'analyse de la conformité aux orientations gouvernementales en aménagement du territoire, ce que j'ai pris sur le site de la MRC. Donc, ce qui m'apparaît être la motion de conformité concernant la modification au schéma d'aménagement qui a été adopté en septembre dernier, la nouvelle version du schéma d'aménagement. Ça, oui, ça, c'était le projet avant la dernière phase de négociation, si on veut, avec les différents ministères. Fait que ce qu'il faut vraiment se fier, ce n'est pas ce document de travail-là. Le résultat final qu'il faut, c'est le règlement en tant que tel. C'est parce que c'est marqué règlement de remplacement du numéro 224-147A. Modifier le schéma d'aménagement, ça veut dire que je pensais que c'était la dernière version. Là. Ben, moi, ce que j'ai été informé, c'est peut-être pas la même chose qu'on parle, précise-le. Je vais pouvoir... C'est sur le site de la MRC, parce que ce qui est un peu surprenant là-dedans, orientation 9, ça c'est
Et ça doit être le ministère. C'est pas le JOGAT, donc le ministère de l'Affaires municipales, tu m'avais. Orientation 9 du ministère. Favoriser la mise en valeur du potentiel éolien du territoire d'une manière qui respecte les particularités du milieu et qui contribue à l'acceptabilité sociale. Objectif. Troisième, un des objectifs, le troisième, connaître et prendre en compte les préoccupations de la population. Ça, c'est dans les objectifs. Contenu du document et analyse du gouvernement. À ce point-là, cette action répond à l'attente. L'analyse du gouvernement dit cette action répond à l'attente. Mais l'attente, c'est de connaître les préoccupations de la population. On les a mentionnées par nos référendums, par nos sondages, les préoccupations. En tout cas, je suis un peu. OK, ouais, c'est parce qu'on ne parle pas du même document. Là, vous parlez de la révision du schéma d'aménagement avec les 9 OGAT, dont celle sur les éoliennes. Fait que ça c'est un processus qui n'est pas fait encore. Là, mais tu sais, ça n'a pas de lien avec le règlement sur les éoliennes en tant que tel. Là. Fait que ça, c'est les OGAT connus partout au Québec où l'ensemble des MRC doivent répondre à ces questions-là. C'est parce que je lis orientation 9. Mise en valeur du potentiel éolien du territoire. Non, mais c'est pas nous, ça, qui écrivons ça, c'est les attentes du gouvernement. C'est ça. Comme il y a la même orientation à Masquinongé ou à la MRC d'Autré ou toutes les 90 MRC au Québec. C'est pas juste nous. Là. Ça figure partout au Québec, dont, tu sais, on parle de protection des milieux humides, favoriser la mobilité durable, protéger le milieu agricole. Il y en a 9 comme ça. Fait que c'est tout le monde, on doit répondre à ces orientations gouvernementales-là de par la révision des schémas d'aménagement. Mais après la rencontre, si tu permets de donner me voir, je vais le regarder avec toi. C'est peut-être moi qui ne saisis pas quel document en tant que tel. Ah, ben, de loin comme ça, Ça fait quand même du temps, mais essayer de comprendre cette complexité. J'ai de la misère à le comprendre, mais imaginez-vous quelqu'un qui débarque, qui n'a aucune notion, qui va interpréter ça de. Oui. Mais je pense que ça a besoin d'être. Mais je veux juste être sûr qu'on parle du même document. Là. Faut qu'on ben, de loin, je le vois pas. Je suis désolé. Oui, mais Récemment, on va regarder de quel document il y en a-t-il. Parce que la première version, c'était 147. 147. Oui. Là, la révision, c'est 147. Ah, On va vérifier de quel document il s'agit, puis on va essayer de donner une réponse là-dessus, M. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je demande une résolution pour la levée de l'Assemblée proposée par M. Hugo-Pierre Bellemare, appuyée par M. Daniel Hull à 18h07. Merci beaucoup tout le monde. Bon retour à la maison. On souhaite un bon temps des sucres. On doit être bon, on doit être sur le bord. Là-dessus, Je vais juste arrêter là.